Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée digitale de Grande Contrôle et Acast. Merci de nous rejoindre dans cet événement. Je suis Laura Eisenstein du studio Grande Contrôle et j'ai le plaisir encore une fois d'animer cette soirée. On a donc changé de plateforme pour la diffusion. Comme vous pouvez le voir, on est passé sur Twitch en direct dès à présent et puis pour toutes nos futures soirées mensuelles. J'espère déjà que vous allez bien et que vous êtes prête à passer 1 heure et demie qui vont vous booster, parce que c'est vraiment ça le sujet d'aujourd'hui. On va parler du podcast comme meilleur allié de l'impact social. Et pour cela, on va recevoir des personnalités qui s'engagent, qui font bouger les lignes, et ça promet vraiment d'être passionnant, donc merci d'être avec nous. Sans plus tarder, je vous dis tout de suite le programme de cette soirée, même si vous le savez peut-être déjà. On va commencer par une conférence intitulée Rendre visible par le son. On va découvrir comment le podcast visibilise le social. Et ce sera avec Alice Evin du podcast M'as-tu vu et puis Tom Malky du podcast En sortir. Ensuite, nous accueillerons Valérie Fayard, directrice générale déléguée d'Emmaüs France, et Pinaoud, artiste et voix off, pour nous parler du podcast Un autre monde d'Emmaüs, qui vous raconte l'histoire d'une véritable fabrique à solutions. Enfin, car il y a sûrement parmi vous des podcasteurs, podcasteuses en devenir, Romane Fuentes de l'équipe Acast animera une masterclass sur la thématique du témoignage. Comment est-ce qu'on recueille un témoignage? Comment est-ce qu'on préserve la parole? Quelles techniques il faut utiliser? Et pour ça, on recevra Alix Philippot du podcast Les Garde-Fous et Tamara du podcast Les Invisibles. Il y aura bien évidemment un temps de questions-réponses, ça ne change pas. À chaque fois, vous pourrez les poser sur Twitch. Mathilde Truong de l'équipe Acast anime le chat et puis elle me retransmettra vos questions et les invités pourront y répondre en direct. On va donc maintenant pouvoir commencer cette soirée ensemble. J'espère que vous êtes bien installés, au chaud, loin de la pluie et de la grisaille. Et pour commencer, j'invite tout de suite Alice Evin et Tom Malky à nous rejoindre. Ils ne devraient pas tarder à arriver. Bonsoir, bienvenue et merci d'être avec nous. Alors, durant ces 20 minutes, on va parler ensemble du son qui rend visible celles et ceux qu'on a trop peu souvent écoutés, je pense qu'on peut le dire. Pour commencer, on va parler d'abord de votre podcast. Alice Evin, tu es la créatrice du podcast M'as-tu vu, le podcast qui débunk le social, comme tu le dis. Tu nous expliques en quelques mots le principe de ce podcast et puis surtout comment t'es venue l'idée de ce projet? Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée à parler de ce podcast et de ce sujet-là. Alors, moi, de formation, je suis éducatrice spécialisée et depuis que j'ai commencé à travailler, j'avais envie et besoin de pouvoir parler du social et parler des personnes que j'accompagnais et que ça ne reste pas que dans mon travail et dans mon cocon de travail. Et c'est comme ça qu'est né le podcast M'as-tu vu, qui est un podcast d'abord de vulgarisation de l'action sociale et d'essayer effectivement de débunker tout ce qu'on peut avoir comme stéréotype, comme imaginaire sur les personnes qui sont accompagnées dans le social. Donc voilà, j'ai commencé une première saison, c'est plutôt des chroniques sur des concepts du social, sous forme d'abécédaire, où chaque lettre est un concept du social. Ok. Donc la première saison est déjà disponible et depuis quelques semaines maintenant, j'ai commencé une deuxième saison qui est plus une saison de témoignages, d'interviews des personnes directement concernées par le social, donc des personnes accompagnées, des professionnels du social. Voilà ce qui m'a tué. Super, et on va en reparler plus en détail juste après. Tom Malky, tu es le host du podcast En sortir, produit par Ground Control. Est-ce que toi aussi tu peux nous expliquer en quelques mots le sujet de cette émission et puis pourquoi est-ce que tu l'as rejoint? Bien sûr, bonjour. Alors, le podcast En sortir, c'est un projet qui est né par Ground Control qui organisait des distributions alimentaires en association avec Linky et la communauté écotable. Et l'objectif de Ground Control, c'était d'aller plus loin dans ce projet, de mettre en relation les étudiants avec les solutions qui leur sont proposées sur différentes formes de précarité qui les touchait avant cette crise sanitaire et qui les touche encore plus aujourd'hui. Avec Mathilde Giraud, la directrice éditoriale, et puis avec toute l'équipe de Grande Contrôle, on a monté ce projet dans lequel on donne la parole à un ou une étudiante en situation de précarité, qui est une forme de témoin, et aussi à des intervenants, des acteurs ou des actrices de terrain qui sont tous les jours dans la rue ou
ou dans d'autres formes de lieux et qui apportent une contribution sur plein de thématiques différentes comme le logement, la précarité menstruelle ou encore la précarité psychologique qui a très difficilement touché les étudiants durant cette période. Voilà, donc c'est un espace dans lequel on permet aux étudiants de s'exprimer sur leurs difficultés, mais aussi où on essaye de trouver des solutions tous ensemble. Et Tom, toi, tu es étudiant et journaliste, c'est cela? Oui, je présente une émission de radio hebdomadaire et effectivement, je suis encore en études à l'Université de la Sorbonne en licence d'histoire. Super. Alors, merci pour ces présentations. Je ne sais pas si notre public connaît déjà ces podcasts. Sinon, je pense qu'ils vont sans plus tarder aller les écouter. On va parler justement un peu plus en détail du projet. Alice, tu expliquais que tu es éducatrice spécialisée, que tu avais eu besoin d'aller plus loin ou de partager, de transmettre à travers le podcast. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi en fait le podcast, pourquoi le son pour parler de ces sujets-là? Bon, je pense que le podcast m'a toujours intéressée dès que ça a commencé à fleurir sur cette capacité de créer un environnement sonore avec des voix, et je trouvais que la symbolique était assez intéressante, de porter sa voix, de donner une voix à l'action sociale. C'était quelque chose qui me parlait. Dans tous les cas, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à la façon de transmettre dans le social. C'est vrai que j'ai fait un petit passage par YouTube, mais je pense que ça ne me convenait pas totalement. Parce que peut-être trop intime, trop dans l'image, et c'est déjà difficile d'avoir des témoignages des personnes accompagnées qui sont vulnérables. Mais si en plus c'est du son et de l'image, ça pouvait être vraiment compliqué. Mais voilà, c'est vrai que moi, quand j'ai fait ma formation, j'avais comme ressources que des ressources d'ouvrages très anciens, écrits par des personnes qui étaient assez loin du social finalement, et aussi qui étaient écrits depuis très longtemps. Et j'avais besoin à ce moment-là justement d'avoir des supports des médias qui, moi, me parlaient, où justement il pouvait y avoir cette création sonore, mais aussi cette création plus de l'ordre du journalisme. Et c'est pour ça que le podcast a été une évidence finalement dans la création du son, dans l'environnement, et aussi dans une sorte d'intimité, mais quand même contrôlée, où finalement le son, c'est la voix de la personne, mais voilà, on ne va pas rentrer totalement dans son intimité, et c'est quelque chose de peut-être plus précieux que ce qui pourrait se passer avec de l'image et du son en même temps. Oui, ça permet un certain anonymat déjà, je pense, et puis aussi une sorte de cocon, une safe place pour les personnes qui vont pouvoir en parler. Complètement. C'est toute cette symbolique-là c'est sa voix et en même temps la voix d'autres personnes. Ça pourrait être, ce sont ces personnes-là, mais ça pourrait être n'importe quelle autre personne. Et parce que c'est une voix sans visage, et ça m'intéressait beaucoup. Ouais. Super. Tom, toi, tu travailles également du coup dans d'autres médiums comme la web radio et la presse écrite. Qu'est-ce que le podcast change dans ta manière d'aborder les sujets, et notamment dans ce podcast? Quel espace tu penses que ça peut créer pour tes invités et puis pour ta manière, toi, de formuler le sujet, de l'anglais et de poser les questions? Oui, alors justement, je pense que dans le journalisme, en tout cas en général, on a plusieurs axes d'approche, et c'est vrai que la radio, je suis un peu, le son plutôt, je suis un peu tombé dedans par hasard au début. J'ai fait mon premier stage en radio et c'est comme ça que j'ai commencé là-dedans. Donc plutôt très radiophonique à la base. J'avais pas trop touché au podcast et après, déjà dans un premier temps, je trouve que le son apporte, et c'est ce que tu disais. Tout à l'heure, un côté très, très intimiste, Alice, et peut-être un côté anonyme, ça c'est toi qui disais ça, Laura, dans la façon d'aborder le sujet. Je trouve aussi que quand on est dans le podcast et dans le son, en plus de cet anonymat, il y a aussi une incarnation qu'on a à travers la voix qui est très différente de ce qu'on a avec l'image. Comme on est sur des témoignages anonymes, déjà on a une facilité par l'anonymat de permettre aux étudiants de s'exprimer, de prendre la parole, sachant que la parole est dissociée de l'image et du visage. Donc c'est plus facile aussi à ce niveau-là pour eux de s'exprimer.
Et comme on est dans une écoute, on a une plus grande attention par rapport au propos qui est tenu, et ça c'est aussi très important puisque quand il y a l'image, parfois on est moins réceptif aux propos tenus par un étudiant ou une étudiante ou par un intervenant en général dans un podcast. Donc je trouve que là-dessus on y gagne parce que du coup les invités sont plus à même d'intervenir même sous couvert d'anonymat, et en même temps ils vont pouvoir se faire entendre de façon plus claire puisque le seul récepteur qu'a l'auditeur, c'est le son. Donc, on est très concentré sur le propos qui est tenu. Carrément. Et Alice et Tom, justement, là, on parlait du propos qui est tenu dans vos deux podcasts. Moi, j'ai envie de revenir davantage sur le concept parce que vous avez tous les deux des noms de podcasts assez particuliers et qui, je pense, signifient pas mal de choses pour le public. Vous nous racontez un peu comment ça a été pensé, ce titre. Alice, tu veux commencer avec ce titre M'as-tu vu? C'était compliqué de trouver le titre parce que autant mon concept était assez clair sur le fait de donner la parole, le fait de parler du social. Enfin, voilà, c'était vraiment une longue réflexion et au final, à un moment, j'étais un peu devenue une femme sandwich où j'avais tout le temps mon podcast porté sur moi et j'en parlais à tout le monde. Et je disais, voilà, je cherche un titre. Et en fait, c'est lors d'un repas, une personne qui a lancé « Et pourquoi pas m'as-tu vu ?» Et, alors, c'est une vieille expression, un m'as-tu vu, dire un m'as-tu vu, et puis c'est quelque chose un petit peu de prétentieux, un petit peu, voilà. Et assez négatif, ouais, au premier assez abord. négatif, ouais. Et en fait, je trouvais ça intéressant. Moi, de prime abord, j'ai eu un petit peu cette réaction de me dire, oh, m'as-tu vu, c'est quand même pas top pour parler des personnes vulnérables. Et en fait, je trouvais qu'il y avait ce côté un peu réappropriation bah oui, en fait, on va parler de moi et on va parler des personnes accompagnées. Il y avait ce côté aussi un peu double sens de est-ce que tu m'as vu parce qu'effectivement, enfin, cette question des invisibles, des personnes qui ne sont pas entendues, qui ne sont pas vues, c'est quelque chose sur lequel moi je voulais travailler dans tous les cas sur l'invisibilisation des personnes et du coup d'avoir cette question-là de m'as-tu vu avec vraiment ce côté un peu provoquant aussi du titre, Ouais. c'est ça qui m'intéressait et bon, au final je dis ce mot à peu près, enfin cette expression à peu près 15 fois par jour, mais c'est C'est assez réussi. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore la pochette du podcast, il y a un petit personnage qui a ses doigts autour de ses lunettes, comme s'il regardait quelque chose qu'il ne voyait pas très bien. Ouais. Tom, le nom En sortir, qui évoque plein de choses aussi, je pense. Oui, on a effectivement. J'ai pas beaucoup de mérite sur ce nom parce que c'est un nom qui a été trouvé collectivement avec toute l'équipe de Grande Contrôle. Mais c'est vrai que à la base, En sortir, justement, c'est particulier parce que c'est un nom qui est très visuel dans la façon dont on l'a pensé. On voulait utiliser les parenthèses et le mot sortir hors de ces parenthèses pour justement marquer ce mouvement. Euh, mais si je devais résumer basiquement le nom, ça part de l'idée qu'on est dans la merde et qu'on va essayer de s'en sortir de plein de manières différentes. Voilà, donc il n'y a pas une recherche qui est extrêmement allégorique. Mais ça fait sens directement. Et c'est vrai que, ouais. comme tu dis, il y a le sortir qui évoque quand même beaucoup aussi l'univers étudiant. En général, quand on est dans nos études, on sort beaucoup, on rencontre des personnes. Il y a aussi cette image-là qui, malheureusement, c'est sûr, la pandémie apporte beaucoup de choses négatives à ce niveau-là, mais il y a ça qui ressort, je trouve, dans ce nom-là et qui est mis en lumière. Euh, pour justement revenir, enfin, ça me permet de revenir un peu sur le sujet, les deux sujets de vos podcasts. En fait, c'est des sujets quand même très délicats, souvent tabous, que vous abordez. Je pense notamment à Alice, enfin, il y a un nombre incalculable de sujets, de toute façon, que tu as déjà abordés en 2 saisons, mais aussi bien sur les violences que sur l'autisme. C'est des mots
qui sont très délicats aujourd'hui dans notre société à aborder, à en parler. Tom, le sujet de la précarité, et notamment la précarité étudiante, c'est aussi extrêmement tabou. Les étudiants ont du mal parfois à verbaliser leur situation et puis ont du mal comment dire, à en parler. Donc c'est vrai que c'est des sujets quand même assez particuliers et moi je voulais savoir comment est-ce qu'on pense ces sujets-là quand on sait que c'est aussi délicat et surtout quand on veut que ça touche le public, à la fois les personnes concernées et puis aussi des personnes qui ne sont pas concernées pour qu'elles ouvrent justement les yeux sur ces situations. Alice, je te vois hocher la tête, tu veux commencer? Oui, ça a été un réel questionnement depuis le début où c'est vrai que dans le métier du social, on a cette distance, ce recul-là où effectivement on a l'habitude de parler de sujets très, très difficiles et de faire face à des situations vraiment violentes où les personnes qu'on accompagne ne vont pas bien et sont dans des difficultés telles qu'on est aussi un peu obligé de se protéger et de prendre du recul. Et c'est vrai que y a eu deux côtés. Il y a eu ce côté-là de moins raconter des choses qui étaient difficiles et quelque part d'essayer de protéger un peu les auditoristes et de me dire, voilà, je vais quand même faire attention à mes mots, à pas être non plus trop, peut-être pas raconter des histoires trop intimes et trop violentes. Et en même temps, moi, quand j'ai commencé ce podcast-là, je n'avais plus non plus la protection que m'offre mon travail. Parce que du coup, je recevais des témoignages directement. Peut-être que ça, on en parlera un peu plus avec les autres personnes qui interviendront, mais il y a cette question-là aussi de protéger les auditeuristes et de se protéger soi-même quand on parle de sujets aussi violents, aussi délicats. Bien sûr. Et en fait, moi, la façon que j'ai trouvé de me protéger, d'apporter un peu de légèreté à tout ça, parce que sinon, passer 10 minutes à 30 minutes à parler de sujets très compliqués, c'est difficile. C'était beaucoup passer par l'humour, en fait, passer par un peu plus de légèreté, de se dire, bon, voilà, c'est des situations qui sont compliquées, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de pleurer pendant tout le podcast. Et voilà, c'est vrai que ça a été... Moi, j'ai l'habitude dans mon travail de parler de choses très compliquées, mais en fait, j'avais toujours en tête et ça fait partie de mes cibles, et si je racontais ça à mes parents? Enfin, clairement, on a ça dans le travail social, on évite quand même dans les repas de famille, pour pas casser l'ambiance, de raconter vraiment tout ce qui nous arrive et toutes les violences que subissent les personnes. Donc, il y a quand même une sorte de juste milieu à trouver. Qui était peut-être plus facile pour moi parce qu'effectivement j'ai cette habitude-là de quand je raconte ma journée qui est faite de viols, de violences, de placement de personnes, d'enfants. Du coup, je ne vais pas raconter ça, je vais raconter d'autres choses. Donc, c'est aussi comment s'axe le propos pour pas que ça soit trop lourd et en même temps qu'on en parle, quoi, que de se dire, oui, mais ça existe. C'est un juste milieu qui est parfois compliqué et c'est que sur la deuxième saison où j'ai commencé à réfléchir à mettre des trigger warnings dans mes épisodes. Et je me disais, mais en fait, je mets des trigger warnings à peu près à chaque phrase de mon propos ou des personnes que j'interviewe. Et ça reste encore une réflexion que j'ai sur cette question-là de à quel point on se protège et on protège les autres des choses difficiles. Mais c'est super intéressant ce que tu dis justement sur le ton aussi, au-delà de la protection, le ton qu'on aborde pour aussi faire passer quelque chose, pour faire preuve de pédagogie, parce que sur des sujets aussi délicats, c'est compliqué de comprendre, tout simplement, parce que ça appelle à plein de dimensions. Et donc toi, tu disais, c'est vrai que l'humour, elle peut être un moyen, ou en tout cas la légèreté, avec comment la personne l'incarne, bien sûr, mais peut être un moyen de faire passer le message. Tom, toi, là-dessus, sur ce sujet ô combien difficile de la précarité étudiante, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ces précarités, elles sont multiples, elles sont énormes, elles se sont intensifiées, même si elles existaient déjà auparavant. Comment tu abordes cela en tant qu'animateur et présentateur de l'émission, quand tu vas avoir des étudiants qui viennent te parler d'expériences qui sont assez difficiles et délicates, comment est-ce que tu essayes de rendre le propos et de transmettre cette discussion?
Oui, alors déjà, je voulais revenir sur ce que disait Alice sur effectivement le fait de protéger les auditeurs. C'est vrai que quand on est face à des propos qui parfois sont très très durs, c'est un petit peu compliqué de savoir par quel angle l'aborder. Après, je pense que dans le podcast En Sortir, on a fait ce choix également de la transparence. Parce qu'on est parti du principe que les auditeurs qui allaient nous écouter ou les auditrices qui allaient nous écouter étaient dans cette même situation parfois de précarité. Donc, l'objectif aussi, c'est d'aborder tout ça en se disant qu'on est là pour montrer justement que, aussi difficiles soient les situations, elles sont malheureusement communes. Et heureusement d'un autre côté, parce que ça veut dire qu'on n'est pas seul et que du coup, il y a des gens auxquels on peut en parler. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, par rapport à comment je l'ai abordé, je pense qu'on a essayé de créer un cocon, en fait, un espace de bienveillance dans lequel surtout les étudiantes et étudiants qui venaient témoigner, et ça c'est très important, savaient qu'ils n'étaient pas dans une situation de jugement ou de honte, et d'ailleurs je crois qu'on l'aborde dès le premier épisode d'En Sortir. Il n'y a pas de honte à être dans la précarité, et justement c'est une situation qui est entre guillemets à la fois normale et anormale. Et donc, c'est normal de pouvoir en parler et de pouvoir s'exprimer là-dessus, et même avec des mots très durs. Maintenant, évidemment, on est toujours dans une situation très difficile parce que les étudiants et étudiantes parlent de quelque chose qui les touche eux personnellement, et devoir en parler, forcément, ça remue quelque chose en soi. Donc voilà, on essaie de créer le plus possible un cocon, un espace de bienveillance dans lequel on sait qu'on va pouvoir dire les choses. Et le plus possible sans filtre, même si on n'est pas dans le démonstratif du drama, de ce qui peut être de pire. Bien sûr. Et ça nous permet tout de suite justement d'aborder la question des retours. À la sortie du podcast, tu commençais déjà un peu à l'évoquer, Alice, tout à l'heure. Quel retour as-tu eu enfin, je sais qu'il y a 2 saisons, mais de manière générale, qu'est-ce que les auditeurs, auditrices ont pu te partager suite à leur écoute? C'était un peu ce à quoi je m'attendais, c'est beaucoup d'étonnement, ah, je ne le savais pas. Et c'est justement ce que je voulais dans ce podcast, ce que je voulais faire avec ce projet-là, c'était justement d'avoir des personnes qui m'écoutent, qui ont quand même une certaine connaissance, une certaine base, effectivement, et une certaine ouverture d'esprit. Voilà, effectivement, il y a des personnes qui sont en difficulté, et d'avoir cette démarche-là de comprendre et d'aller un peu plus loin. Et les retours que j'ai, c'est effectivement des personnes qui me disent mais ça existe, et c'est à ce point, et j'ai eu aussi des personnes qui m'ont dit j'ai écouté, maintenant je veux témoigner. Et c'est exactement ce que je veux. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai reçu l'appel d'une collègue très lointaine, on n'a pas vraiment travaillé ensemble, mais elle m'a appelée parce qu'elle m'a dit qu'elle avait écouté mon podcast et qu'en fait, elle avait une question pour moi sur une situation, elle accompagne de jeunes qui sont sans papier, et du coup, elle avait des questions à me poser pour avoir des conseils. Et je me dis, ça, c'est une autre façon de travailler dans le social, et voilà. Après, c'est toujours la difficulté du podcast, j'ai pas énormément de retours non plus. C'est toujours difficile d'avoir Bien sûr. Des retours, mais le peu que j'ai, c'est voilà, beaucoup de ça existe, ok. Et bon, maintenant je me rends compte aussi qu'il n'y a pas énormément de podcasts qui parlent du social, donc heureusement que ça commence à arriver, et qu'il y ait cette motivation et cette envie d'autres personnes de créer des podcasts pour parler de tout ça. Donc Carrément. Ouais. Toi, en plus, qui est étudiant, j'imagine que sûrement dans ton entourage, des personnes ont dû aussi écouter et te faire des retours. Comment ça s'est passé? Et du coup, j'ai eu la réaction totalement opposée. Tout le monde savait, en fait, ce qui se passait, puisque ce sont des étudiants, donc ce qu'ils entendent, c'est des choses qu'ils entendent très souvent au quotidien. Mais du
la réaction, c'était merci d'en parler, c'est bien de le faire et de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit. Donc voilà, c'était un peu le pôle opposé, justement, parce que c'est des sujets qui sont très, très connus de la communauté étudiante et même pas d'ailleurs étudiante, puisqu'on a tous des parents, des jeunes, des moins jeunes qu'on côtoie. Donc, c'est des sujets qui sont très connus, mais qui sont pas nécessairement tous abordés très facilement dans les médias ou traditionnels, parce que ou alors abordés d'une autre manière. Je pense que le sujet le plus important, en tout cas de ce podcast-là, de en sortir, c'est pas tant la précarité, c'est davantage la solidarité qui a émané de cette précarité parmi les étudiants et pas que d'ailleurs. Et c'est ça aussi qui est la petite touche positive, la petite note de lumière qu'on a à la fin de ce podcast, c'est de se dire que oui, il est arrivé plein d'horreurs et plein de merde, mais finalement, à la fin, ça a réveillé quelque chose en nous de profondément bon et chaleureux. Et ça, les gens en prennent conscience aussi en écoutant le podcast, de se dire en fait, ouais, il y a plein de trucs positifs qui sont nés et c'est cool qu'on en parle et qu'on l'aborde. Et d'ailleurs, vous qui nous suivez en live Twitch, n'hésitez pas à nous poser des questions. Enfin, Alice et Tom, ils sont là pour y répondre tout de suite en direct. Dans le chat, Mathilde a dû vous le proposer. Vraiment, n'hésitez pas. Toutes les questions sont bonnes. Et Alice et Tom, on se fera un plaisir de vous répondre. Moi, j'ai une autre question encore sur l'impact de vos podcasts. Tom, tu viens un peu déjà de l'évoquer, et puis Alice aussi, sur soit la solidarité, soit la compréhension, l'acquisition de connaissances. Ce que je trouve intéressant, c'est que à la base, ces podcasts ils sont donc numériques, on n'est pas dans un contact physique. Et en fait, grâce à vos contenus, il y a quelque chose qui se crée ensuite dans le réel. Il me semble d'ailleurs, toi, Alice, que aujourd'hui, maintenant, tu organises aussi, c'est ça, des ateliers de transmission. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que je trouve ça assez incroyable comme histoire d'être toujours dans cette relation à l'autre et au-delà du podcast, pouvoir créer ce contact-là en physique. Oui, c'était totalement inattendu. C'est la magie de 2021 et sûrement impulsée par la pandémie, où en fait, j'ai quitté le salariat en septembre parce que j'avais envie d'être mon propre patron, entre autres. Super. Ouais, et c'est bien. Et en fait, j'avais envie et de créer un podcast sur le social et de transmettre, faire des interventions, des sensibilisations. Mais je ne voyais pas, je n'avais absolument pas imaginé faire les deux en même temps. Et en fait, ça s'est imbriqué et j'ai eu des propositions de structures qui travaillent avec des jeunes, des scolaires et des jeunes qui sont accompagnés dans le social pour faire des ateliers de sensibilisation et des podcasts avec ces jeunes-là. Et en fait, maintenant, mon métier, c'est mi-créatrice de podcast, mi-journaliste podcast, mi-éducatrice spécialisée. C'est plein de choses à la fois. Ouais, plein qui te rejoignent aussi naturellement, oui. Ouais. Et donc maintenant, je propose des ateliers de podcast où l'idée, c'est effectivement de faire parler les jeunes, parce que c'est mon public privilégié. Enfin, les adolescents, c'est incroyable pour moi de travailler avec eux. Et en fait, oui, c'est des ateliers de sensibilisation, des ateliers de grande liberté d'expression pour parler justement des sujets du social qui peuvent être un peu compliqués, comme le cybersexisme, comme l'adolescence en général et toutes les difficultés que ça peut engendrer, et d'en faire un podcast et de faire des épisodes avec les personnes directement. Et c'est génial. Super. Ouais. Vraiment, n'hésitez pas, là, tout de suite, si vous avez des questions à Alice, n'hésitez pas à les poser sur le chat, je vais y arriver, du live Twitch. Tom, sur les enregistrements d'en sortir, ce qui est assez fou, du coup, c'est que donc il y a un étudiant qui vient témoigner, puis il y a les personnes qui ont des solutions, alors pas toutes les solutions, hein, parce on en a besoin de beaucoup, mais qui en apportent. Est-ce que toi, tu as pu voir aussi un impact direct au sein de l'enregistrement sur ces étudiants qui étaient en situation de précarité et qui soudainement se retrouvaient face à des personnes qui avaient pensé des solutions et pouvaient peut-être les aider?
Bien sûr. Justement, là, il y a toujours, quand on enregistrait un autre épisode, une étudiante qui était dans une forme de précarité qui n'est pas toujours très connue, la précarité culturelle, donc un accès inégal à la culture, et qui a découvert en face d'elle plein de solutions. Alors, justement, des solutions qui communiquaient peut-être pas assez sur les propositions qu'elles avaient. Et donc là, l'occasion de se rencontrer a fait qu'à la fin, il y a eu des échanges de numéros de téléphone. Donc oui, c'est justement entre nos invités en situation de précarité et nos invités acteurs et actrices. On a cet échange, ce partage de solutions, et j'espère, après, bien, comme le disait Alice tout à l'heure, c'est toujours compliqué de voir les retours, mais j'espère que ce sera quelque chose qui va se diffuser plus largement avec le podcast. Mais oui, tout à fait, on voit cet échange-là. Très bien. D'autant, si je peux me permettre, Oui, vas-y, Tom. D'ajouter je me suis rendu dans la rue pour faire des micro-trottoirs et rencontrer des étudiants qui allaient chercher, des étudiantes qui allaient chercher des kits de distribution alimentaire. Et on voit aussi dans les foules, pendant la file d'attente, parce qu'il c'est horrible, hein, mais il y a des très longues files d'attente, on voit des étudiants et des étudiantes partager, échanger des informations sur d'autres moyens, d'autres solutions. Donc, je pense que là, ça émane énormément de solidarité entre les étudiants, mais il y a un vrai échange qui se fait à ce niveau-là. Et c'est assez incroyable à voir, en fait, toutes ces connexions qui se font grâce au podcast. Enfin, le podcast devient vraiment un allié, quoi, dans ces choses-là, dans ces relations. On a une petite question pour terminer et ensuite on va passer à notre talk. Comment fait-on pour recueillir, on a une question du public, comment fait-on pour recueillir des témoignages qui a priori sont relativement traumatiques? Comment est-ce qu'on met à l'aise son interlocuteur, son interlocutrice? On a une masterclass sur ce sujet après, mais je pense que c'est intéressant aussi que vous puissiez réagir là-dessus, Alice et Tom. Qui veut commencer? Tu veux y aller, Alice? Allez. Alors, je ne sais pas si c'est un très bon conseil, parce qu'après, il faut gérer le temps de rush, mais après, à monter, mais prendre du temps et laisser du temps à la personne de se raconter. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai toujours un fil conducteur où je sais où je veux aller et où je veux emmener la personne, mais en fait, bon, encore une fois, c'est aussi par des formations professionnelles où j'ai eu cette formation-là de faire des entretiens et de faire parler les gens sur des sujets très compliqués. Mais si je peux donner un conseil, ce serait de laisser la personne se raconter, même si c'est un puzzle, si c'est même pas un puzzle, si c'est un labyrinthe. En fait, l'effort ne doit pas venir de la personne, mais de nous. Et finalement, c'est toute une question de bienveillance et de pas imposer sa vision à la personne et de se dire, bon, peut-être que là, si la personne n'arrive pas à raconter l'événement traumatique ou son récit qui peut être traumatique, c'est que soit la personne n'est vraiment pas prête, soit on ne pose pas les bonnes questions. Encore une fois, la personne, elle arrive avec son histoire et c'est à nous de faire ressortir le plus... ce qui peut être le plus facile à dire pour la personne. Et des fois, c'est juste du temps. Et bon, quand je dis que des fois, c'est pas forcément un bon conseil parce que ça m'est arrivé d'avoir du coup 3 heures de rush. Mais là, c'est... Ouais. Oui, mais c'est pas grave parce qu'en fait, le plus important, c'est que dans tout ça, il y ait un échange avec la personne. On n'est pas là pour consommer le récit de la personne et les auditeuristes ne sont pas là non plus pour consommer le récit de la personne, mais pour se dire qu'on atteint quelque chose de très intime et que c'est précieux. Et c'est ça aussi la particularité du podcast, c'est d'être dans un temps long qu'on n'a pas toujours dans les médias plus traditionnels. Tom, je te voyais pas mal hocher la tête. Comment veux-tu réagir par rapport à cette question? Oui, mais surtout sur la partie, c'est peut-être qu'on pose pas les bonnes questions. Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est aussi à nous d'aiguiller. Alors après, moi, c'est très particulier parce que quand on entend un témoignage assez émouvant, je me transforme un petit peu en éponge
Donc, j'aspire le truc, je reçois énormément l'émotion qui est transmise. Donc, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, je suis assez d'accord sur le fait que voilà, faut prendre le temps et puis peut-être aiguiller, mettre sur la voie, puisque le problème quand on raconte une histoire, et voilà, on n'a pas forcément enfin, c'est notre histoire, donc c'est parfois très compliqué de raconter notre histoire et on s'y perd un petit peu. Je pense que l'orientation, c'est le plus important, d'aider, d'aiguiller pour que la personne arrive à raconter vraiment l'essentiel, parce qu'on a souvent du mal à aller au cœur des choses quand on raconte quelque chose qui nous touche très fortement à titre personnel. Donc, je pense que voilà, ça part aussi de là, ce rôle d'orientation. Merci beaucoup Tom et Alice, vraiment d'être venus nous parler de ces deux projets que vous portez et qui ont du sens et qui ont un impact. Et c'est ça qui est super. J'invite notre cher public à aller binger tout de suite ces épisodes qui sont déjà sortis. En tout cas, on vous souhaite pleine réussite, Alice et Tom, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci. Alors, on évoquait déjà dans cette conférence l'impact, les solutions, l'utilité de ces podcasts. Et ben, ça tombe très bien, car on va à présent parler d'un podcast né il y a quelques jours, le podcast Un autre monde d'Emmaüs, réalisé par Studio Grande Contrôle, qui raconte l'histoire d'une fabrique à solutions depuis plus de 70 ans. Et pour cela, j'invite tout de suite Valérie Fayard, directrice générale déléguée d'Emmaüs France, à nous rejoindre, et ainsi que Pina Wood, artiste et voix off, à me rejoindre également. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous, Valérie et Pina Wood. Bonjour. Bonjour. Alors, je commençais déjà un peu à évoquer ce sujet d'une fabrique à solutions, mais on va tout de suite revenir plus en détail. Valérie Fayard, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce podcast? Comment est-ce que ce projet est né au sein d'Emmaüs France? Oui, alors en fait, l'idée du podcast qu'on a fait donc avec Grande Contrôle, c'est de donner à voir un peu les coulisses d'Emmaüs et d'amener un autre regard sur une organisation qui est hyper connue. Quand on demande Emmaüs, on a une notoriété dingue, mais les gens ne savent pas très bien ce qu'on fait en fait. Et en gros, Emmaüs, c'est un acteur de lutte contre la pauvreté. Alors quand on dit ça, c'est vrai, c'est une organisation qui vient en aide aux plus en difficulté, mais ce n'est pas très parlant, ce n'est pas très incarné. Donc l'idée, c'était bien de faire un parcours et une balade au sein du monde Emmaüs qui est très divers, de montrer la diversité des solutions qu'on offre, mais de le montrer d'une façon humaine, d'une façon incarnée, d'une façon légère aussi, c'est-à-dire de dire que quand on parle de la pauvreté, on n'est pas forcément des trucs plombants, on peut être dans de l'énergie, on peut être dans des côtés positifs. Et voilà, donc c'est cette balade au sein de 9 solutions, là où on ne nous attend pas forcément. Par exemple, sur l'agriculture, sur le maraîchage, sur l'accueil des migrants, sur l'accueil des détenus, des choses que les gens ne connaissent pas forcément. Donc, donner des éclairages un peu plus incarnés, oui, sur tout ce qu'on fait depuis 70 ans pour lutter contre la pauvreté. Et puis, on va en revenir très en détail, parce que c'est vrai que donc, cette série, donc, elle est composée de 3 épisodes, et c'est une véritable histoire. Et justement, Pina, tu es la voix de ce podcast. Comme tu le dis dès le premier épisode, tu es la voix vaisseau. Et tu nous embarques dans ce périple sonore. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce périple et où est-ce qu'il t'a mené? Alors, ce périple, tu as raison, je suis la voix vaisseau de ce périple. C'est marrant parce que moi, j'ai mon propre périple à Emmaüs et là, je découvrais un autre périple, celui des preneurs de son. Ce périple, il m'a amené dans des fermes, dans des prisons, dans l'espace public, dans l'espace urbain. Il m'a amené dans des définitions de mots, dans le mot utopie, par exemple. Il m'a amené dans des bruits de couloirs, des bruits de scierie, des bruits de fabrication. En fait, il m'a amené au cœur de ce qu'est l'univers en général. J'ai eu l'impression de faire une traversée de l'univers, en fait, en général. Mais effectivement, on était dans les solutions que trouvait Emmaüs. Et ça m'a plu et marqué de porter la voix. On était au cœur du monde, en fait, tout simplement. Un monde en marche, un monde hyper actuel, un monde qui réfléchit et qui... moi, me parle beaucoup. Voilà. Et c'est pour ça que tu as choisi d'utiliser ce que tu parlais d'univers. C'est pour ça que tu utilises cette métaphore du vaisseau. Ouais, parce que du coup, l'image que j'ai d'Emmaüs, moi, c'est une constellation. C'est, comme tu vois, la constellation du Verseau, du Bélier, c'est ça. C'est plein de points différents, autonomes les uns des autres, comme des hétérotopies, mais qui sont liés par des convictions et des pensées fortes. Voilà, pour moi, c'est ça, Emmaüs. Et je trouve que c'est ce que reflète le podcast aussi.
Et on va revenir justement sur le concept de ce podcast. Valérie, tu nous expliquais comment ce podcast avait été imaginé au sein d'Emmaüs France. Et maintenant, on va revenir un peu sur le format parce que c'est assez original. C'est que on raconte une histoire. Pourquoi avoir choisi ce format narratif et comment est-ce qu'on raconte une histoire aussi grande qui est celle d'Emmaüs, puisque c'est plus de 70 ans d'innovation, comme vous le dites dans le podcast. Le choix, il a été, je pense, de faire un focus, parce que là, il y a 3 épisodes et à chaque fois trois initiatives. Effectivement, comme disait Pina, par rapport à, il y a 293 structures Emmaüs en France qui, chacune, sont un univers, en effet, et chacune développe leur solution. Il fallait bien en déterminer quelques-unes. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est la diversité, effectivement. Une diversité, une complémentarité de solutions, mais qui ont un fil commun. Et ce fil commun, c'est en effet l'utopie. C'est dit par, je ne sais plus si c'est Axel ou Sandrine dans le podcast, ce qui lie tous les gens chez Emmaüs, c'est l'utopie. L'utopie, c'est quoi chez nous, en tous les cas? C'est d'abord l'indignation. Bon, l'abbé Pierre, le coup de gueule de l'abbé Pierre en 54, c'est vraiment s'indigner face à une société qui ne vous va pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours très actuel. Cette société ne me va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et je peux agir. Emmaüs, c'est ça, c'est agir et dénoncer. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait démontrer au travers d'initiatives très diverses qu'il y avait un point commun. Ce point commun, c'était la mise en œuvre d'une utopie. Donc, c'était en fait de faire comprendre aux gens que l'utopie, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel qui est posé là, et une vision qu'on a en se disant j'aimerais que le monde soit autrement, mais malheureusement, il n'est pas comme ça et je reste dans mon canapé. Non. Si on dit que le monde ne nous plaît pas, on peut le changer. Un autre monde est possible. On peut refaire le monde. C'était des slogans d'Emmaüs, mais qui sont toujours très actuels. Voilà, donc montrer comment au travers de différentes solutions, on peut refaire le monde, on peut bouger, on peut mettre cette utopie en action, on peut être créateur d'espoir. Et c'est vrai qu'on a choisi donc des choses diverses, des communautés Emmaüs, des chantiers d'insertion en prison, des communautés qui accueillent des migrants, des structures qui font du maraîchage. Voilà, donc un peu une diversité, un panel de solutions. Et aussi pour démontrer aux gens qui vont les écouter, ces podcasts, que finalement, chacun peut trouver un endroit où il va se sentir bien pour participer à l'aventure. Il y a de la lutte contre la fracture numérique. Si on est branché informatique, on peut aller aider. Si on aime la permaculture et le maraîchage, on peut aussi faire quelque chose. Si on aime réparer des meubles, on peut faire quelque chose. On peut trouver sa place dans la galaxie Emmaüs très facilement. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que parfois quand on parle de changer le monde, ça peut être très intimidant. Qui je suis, moi, avec mes petits bras, comment je vais faire pour changer le monde ou pour avoir un monde qui me convienne mieux. Et là, ce que tu dis justement, c'est qu'en fait, non, on a des compétences, on a une envie, et on va rejoindre une galaxie, et puis on va faire que la galaxie, elle soit meilleure que celle qu'on avait auparavant. Oui, c'est exactement ça. Et pardon, moi je suis interrompue. Non, vas-y, Valérie. Non, mais du coup, ce qui est de génial chez Emmaüs, moi, ça fait 20 ans que je suis chez Emmaüs et j'arrivais d'un univers très différent. Et la première fois que je suis rentrée dans une communauté Emmaüs où j'ai vu des gens dont je ne savais pas ce qu'ils étaient, c'est-à-dire il y avait des compagnons, il y avait des salariés, il y avait des bénévoles, personne n'aurait pu dire qui était quoi. Et tout ça, ça travaillait ensemble, tout ça, c'était dans le partage, c'était dans la rencontre et ça faisait et ça produisait de la lutte contre la pauvreté, mais ça produisait de la solidarité, du collectif, de la joie. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et quelquefois, quand on est dans l'univers d'Emmaüs et qu'on va, j'allais dire, dans la vraie vie, on se dit, mais mon Dieu, comment est-ce que les gens peuvent vivre comme ça? Moi, il y a des fois où les gens me racontent leur univers de vie, leur milieu professionnel, etc. Je me dis, mais mon Dieu, heureusement que j'en suis sortie. Et donc, ça peut rendre heureux et c'est positif. Voilà, c'est ça qu'on a voulu un peu partager, donner envie, en fait. Donner envie aux gens de bouger. C'est possible de bouger, c'est possible de changer les choses. C'est le colibri, bien sûr, mais ça rend heureux. Voilà. Et je te vois justement sourire, Pina, et je crois que on pense à peu près la même chose. C'est que je sais que ton voyage, il t'a mené à la rencontre de plein de projets innovants et porteurs d'histoire. Mais toi, tu connaissais déjà Emmaüs. Est-ce que tu peux nous parler justement d'un projet? Je crois que tu connaissais très bien la communauté de Toulouse. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors moi, je connais 2 communautés. Je connais une communauté à Marseille, parce que moi j'habite à Marseille, c'est Emmaüs Saint-Marseille, via un festival qui s'appelle le Festival des Arts de Passage, qui est maintenant une biennale. Et du coup, je connais aussi le festival de Labarthe-sur-Lèze. Et du coup, je voudrais rebondir sur ce que dit Valérie. Moi, Emmaüs, ça m'a rendu meilleure. Ça m'a fait me poser des questions, en fait. Je ne réponds pas vraiment à ta question, mais j'y reviens. Mais oui, pas de souci. Quand tu arrives dans un Emmaüs, tu te poses la question de qu'est-ce que moi je peux apporter.
Et du coup, c'est très impressionnant parce que tu dis j'ai envie de faire, j'ai envie de faire, j'ai envie de collaborer. Mais avant de faire un peu n'importe quoi et n'importe tout, tu dois te poser la question de qu'est-ce que moi je peux offrir en fait, en quoi moi je suis bon. Et ça, c'est une question fondamentale en fait de nos jours. C'est quelles sont mes ressources à moi, qu'est-ce que j'ai déjà. Et du coup, je trouve que c'est un vrai travail sur soi, de se dire qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que la vie, moi, elle m'a donné comme qualité, qu'est-ce que je peux redonner et redistribuer. Donc déjà, il y a ça dans un Emmaüs. Tu te poses toujours la question de où tu dois aller et où ce serait le plus efficace et le plus simple et le plus facile pour tous. Et là, quand tu fais ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans, quand tu ressors de là, tu dis, mais mon Dieu, en fait, il me suffit juste de faire la même chose dans la société, de me mettre à l'endroit qui est le mieux pour moi et pour les autres. Moi, ça déjà, c'est quelque chose que m'a appris Emmaüs. Donc, je rencontre la Barre-sur-Lèze et je rencontre Emmaüs Saint-Marcel. Et moi, je décide tout de suite de faire un plateau radio, alors que je ne viens pas de la radio, mais c'est Emmaüs qui me fait me rendre compte que j'ai une voix et que je peux l'utiliser pour les autres. Et que l'interaction dans un plateau radio, c'est mon truc. J'avais jamais imaginé faire ça dans ma vie, moi. C'est grâce à Emmaüs que j'arrive à me dire que c'est ma qualité principale. C'est pas mon parcours artistique, c'est pas du tout, c'est pas ma formation en fait. C'est un endroit où on avait besoin de ça et où du coup j'ai dû me grouiller pour vite réagir et trouver le moyen de donner la parole aux autres et mettre en valeur l'autre à travers la parole évidemment. Donc voilà. La Barre-sur-Lèze, c'est particulier parce qu'en fait, c'est nous qui arrivons à la Barre-sur-Lèze. On a un groupe d'artistes et on se dit, purée, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Emmaüs Saint-Marcel, on fait un festival. Pourquoi on n'arriverait pas dans notre Emmaüs en disant, on a envie d'être là? On arrive, on fait toc-toc, on croise Benoît de Richemont, qui est le responsable du site, et on lui dit, salut, nous, on est dispo et on a envie de faire des trucs si tu as envie. Et le mec nous répond, ok, pourquoi pas, comment ça se passe? Et on lui a montré qu'on avait envie d'être là, qu'on avait un savoir-être, un savoir-écouter, et qu'on allait pouvoir imaginer peut-être des choses avec les compagnons. Et du coup, on l'a fait 2 fois de suite. Et c'est comme ça, du coup, que moi, je découvre les compagnes, les compagnons et les sites en passant du temps et en essayant d'imaginer des projets de médiation culturelle, artistique, pour essayer de faire une bulle aussi dans la temporalité d'une année d'Emmaüs. C'est un temps particulier, un festival. On demande d'autres choses, c'est une autre place. Voilà. On propose aux gens d'être ailleurs que dans la notion de l'activité, que voilà. C'est un autre type d'échange et d'expérience, ça leur fait du bien à tous ces gens, aux bénévoles, aux compagnons, aux salariés, aux compagnes. Voilà, c'est une autre qualité d'engagement, en fait. Voilà. Et c'est super intéressant justement pour celles et ceux qui ont peut-être écouté déjà le premier épisode, d'en savoir encore plus sur ces coulisses de la communauté d'Emmaüs. Valérie, justement, cette histoire, elle est très grande. Il y a beaucoup d'histoires imbriquées dans une même grande histoire. Comment est-ce qu'on fait, tu l'expliquais un peu déjà tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on fait pour restituer cette grande histoire d'Emmaüs? Quels sont les choix? Parce que là, pour les auditeurs et auditrices qui n'ont peut-être pas encore écouté le podcast, donc on leur dit une voix vaisseau, on leur dit qu'on est parti un peu à la rencontre de certaines communautés, de projets innovants dans la France. Comment est-ce que vous avez organisé cette histoire-là? Je pense que déjà, l'organisation, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quel est le fil rouge entre tout ça? Et le fil rouge, c'est en effet les valeurs communes, les combats communs, et ça, on le retrouve dans chacune des expériences. C'est l'idée de la rencontre et du partage. Ce que dit Pina, moi, ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment la base d'Emmaüs. Mais c'est la base d'Emmaüs, je fais un petit détour par l'histoire, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que le parcours qu'en raconte Pina, il est vrai pour les gens qui viennent à nous comme bénévoles. Et il y en a plein, c'est absolument génial, qui arrivent effectivement avec comme ça leurs compétences. Donc, qu'est-ce que je peux faire et comment je vais m'enrichir et enrichir les autres. Mais c'est vrai aussi des personnes accueillies, puisque l'histoire de l'abbé Pierre, quand il a accueilli le premier compagnon, elle est quand même assez marrante, parce qu'en 1950, ce n'était pas courant. C'est Georges qui arrive et qui vient voir l'abbé Pierre, qui lui dit, qui est un ancien bagnard, qui est revenu et qui est au bord du suicide, et il vient voir l'abbé Pierre et lui dit, écoute père, je vais me suicider. Donc un curé qui voit quelqu'un qui lui dit, je vais me suicider, lui dit quoi? Mais non mon fils, tu ne vas pas te suicider, etc. L'abbé Pierre lui dit, oui, je comprends, la situation est dramatique, je comprends très bien. Mais en fait, tu peux faire autre chose, c'est que tu peux toi venir m'aider à aider. Donc il n'était pas dans une relation, je vais te donner de l'aide, il était dans toi, tu peux m'aider à aider, parce que toi, tu as en toi des choses que tu as oubliées, donc tu ne sais même plus qu'elles sont là. Tu as des compétences, tu as des choses à donner, et c'est en donnant que tu vas te remettre debout. Et donc, vraiment, cette relation d'aide qui est dans tous les sens, et ça, moi, j'ai trouvé ça hyper important quand je suis arrivée chez Emmaüs, parce qu'il y a des gens qui pensent que Emmaüs, c'est un truc, une organisation catholique. J'ai rien contre les organisations catholiques, mais ce n'est pas du tout une organisation caritative, Emmaüs. On n'est pas du tout dans il y a celui qui donne et il y a celui qui reçoit. Non, pas du tout. On est vraiment dans le partage et dans le fait de dire,
la personne qui est accueillie, on va lui redonner de l'autonomie, on va lui redonner de la dignité en le rendant acteur. Et donc, ce qu'on a voulu, pour revenir à ta question, démontrer au travers de chacune des initiatives qui sont mises en exergue, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'idée est de rendre les gens acteurs. Quand on accueille des détenus qui sont en fin de peine, qui devraient être dans une prison où ils font rien de la journée, où on ne leur donne aucun espoir d'une sortie positive, on va les mettre dans un espace qui est ouvert, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de barreau, et ils vont travailler la terre. Et ils vont retrouver de la place dans un collectif, et ils vont recréer des choses, et ils vont reprendre confiance en eux. Et ils vont se dire, c'est très intéressant quand on écoute le podcast qui est consacré à ça. Et voilà, donc c'est bien cette idée-là que l'on met, en valeur et en action dans chacune de nos initiatives, dans chacun de nos dispositifs. Donc ça, c'est un fil rouge, et c'est ça qu'on a voulu démontrer. C'est la confiance, c'est le partage. Et je rebondis aussi sur ce qu'on dit Alice et Tom, parce que c'est dans la séquence précédente, le temps, laisser le temps aux gens, la bienveillance, je crois que c'est Alice qui a parlé de ces deux concepts, c'est très important, et aussi aiguiller et mettre sur la voie, Tom a parlé de ça, c'est ça, c'est exactement ça. Laisser du temps aux gens, être bienveillant, être solidaire, et aiguiller, mettre sur la voie, offrir des voies, montrer des voies et des routes à des gens qui pensaient que les routes leur étaient complètement fermées. Et c'est ça qu'on a voulu un peu démontrer au travers de chacune des initiatives, parce que c'est ça qu'on fait partout. La confiance, le temps, la bienveillance et la solidarité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'autres personnes ont pris le temps de parler de vous dans le podcast. Tu l'évoquais déjà tout à l'heure, il y a Axel Brodier, qui est historienne, il y a aussi Sandrine Roudot, qui a écrit ce livre-là sur l'utopie mode d'emploi, et puis il y a Cédric Héroux, qui maintenant aussi fait partie d'Emmaüs, mais qui aussi a écrit un livre, et qui viennent, à la fin de ce podcast, donner leur point de vue sur vous, sur les valeurs que vous portez. Ça, c'était important pour vous d'être dans cette relation, de s'ouvrir aussi à ce que les autres peuvent penser? C'est hyper important, et c'est d'autant plus important que Emmaüs, c'est un mouvement d'action. On n'est pas des intellectuels chez Emmaüs, pas du tout. On est dans le faire. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est l'effet miroir sur ce qu'on fait d'une façon instinctive. Est-ce que l'abbé Pierre non plus n'était pas intellectuel? C'était un homme d'action, il était indigné, il a agi. Et en fait, quand on se décale un peu et qu'on fait appel à des intellectuels ou à des gens qui ont un peu réfléchi, ils nous décortiquent et ils nous montrent la cohérence de ce qu'on a mis en œuvre depuis 70 ans, où en fait, depuis 70 ans, nous, on fait du développement durable au travers de la deuxième vie des produits qu'on récupère. On fait de l'insertion par l'activité économique bien avant que ça existe, c'est-à-dire de se dire qu'on remet les gens debout par le travail, parce que c'est le travail aujourd'hui qui structure notre société. On peut en débattre, mais c'est comme ça. Et donc, nous, on redonne une place et par le travail. On a inventé en fait plein de concepts, mais sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, vraiment. Et donc, le regard des gens extérieurs qui s'intéressent à Emmaüs un peu en profondeur. Axel, elle a fait une post-thèse sur Emmaüs, elle a passé des années, puis elle est bénévole maintenant chez Emmaüs, elle connaît Emmaüs par cœur, mais elle a ses concepts, elle a ses schémas d'analyse qui sont hyper intéressants pour nous parce que ça nous renvoie une cohérence et des interrogations aussi, que ça peut être des questions qu'ils nous posent. Et c'est hyper intéressant. Et ce dialogue avec des gens qui sont un peu extérieurs au départ à Emmaüs et qui après deviennent en fait des militants ou des amis d'Emmaüs, un peu comme Pina, qui finalement mettent un doigt dans le système et restent auprès de nous plus ou moins, etc. C'est hyper intéressant pour nous. Et c'est pour ça qu'aussi, les structures Emmaüs sont toujours des structures ouvertes, où en fait, il y a cette rencontre. On n'est pas des lieux fermés qui accueillent des gens en situation de précarité, pas du tout. Parce que c'est aussi l'idée d'être sur un territoire. On a des structures, par exemple, qui font de l'accueil de migrants et qui font aussi de la boulangerie, qui ont réouvert une boulangerie dans un village. Et du coup, les gens, ils viennent pour acheter leur pain et tout le monde, ça discute. Et du coup, on change le regard sur le migrant parce que le migrant n'est plus la personne qu'on voit à la télé et qui est stigmatisée, mais c'est la personne qui est là en face de vous et qui vous vend le pain. Voilà, donc cette notion d'ouverture au territoire, aux personnes qui sont extérieures a priori à Emmaüs, c'est vraiment fondamental pour nous. Donc ça, on a voulu le mettre aussi en valeur et c'est une démarche qu'on poursuit et qui est très intéressante pour nous. Et justement, tu parlais donc de la voix de Pina. Moi, j'aimerais revenir là-dessus, Pina, si tu le veux bien. Comment est-ce qu'on se positionne pour raconter une histoire comme celle-ci? Qu'est-ce que tu as pu mettre dans la tonalité de ta voix, dans les émotions? Comment est-ce que tu t'es positionné pour raconter ce voyage-là? Alors, une voix off, c'est vraiment l'inverse pour moi de la voix de la comédienne. Tu n'incarnes pas quelque chose d'autre que toi-même. Donc, c'est un vrai endroit d'honnêteté.
Donc, c'est un vrai travail aussi sur toi. Il faut être hyper centré, être honnête. Donc, du coup, quand vous êtes arrivé, par exemple, avec un texte, c'était très compliqué pour moi de dire je, alors que peut-être je ne partageais pas tous vos points de vue. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on a dû mettre en discussion, en fait, le jeu de l'auteur ou de l'autrice, en l'occurrence, et moi, le jeu que j'allais incarner, pour que je puisse être absolument d'accord sur ce que je dis. Donc, je suis absolument pas instrumentalisée. Je dis un jeu, mais c'est un jeu que je partage avec celle qui l'a écrit. Et ça, c'était hyper important pour moi. Donc, même à l'intérieur de comment on a travaillé, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à Emmaüs. Je trouve que moi, dans les Emmaüs, je reviens un peu sur ce que dit Valérie, moi, ce que j'aime, c'est l'endroit de discussion permanente et la non-peur du conflit. C'est un truc, on y va, on discute, ça y va en fait, et c'est hyper agréable. Et moi, je communique comme ça avec tous mes interlocuteurs. Et si ça va pas, on dit, et ça rebondit, et ça revient. Et il y a une culture quand même de la discussion qui est très particulière et qui, moi, me parle et me convient. Je n'ai jamais peur de dire quelque chose face à un interlocuteur Emmaüs. Jamais. Parce que je sais que ça va être entendu, ou si c'est pas entendu, ça rebondira et on va s'en sortir, en fait. Et ça, j'ai trouvé qu'on avait aussi travaillé comme ça avec Grande Contrôle. Voilà, il fallait que je porte un jeu et il fallait aussi qu'il me ressemble et qu'on soit d'accord. Donc, on m'a aussi permis de mettre des choses à l'intérieur de ce récit. C'était vraiment collaboratif. J'ai écouté cette traversée, j'ai été en empathie totale avec ce qu'avait pu vivre l'autrice. Et puis, hop, je suis juste venue à l'intérieur. Et ça, c'est très important pour moi qui, en tant que poète, poétesse, défend le jeu. Il faut dire je et sortir des dogmes insupportables. On, nous, moi, je sais pas ce que c'est on et nous. Et là, j'ai trouvé ça super de travailler avec vous et qu'on puisse dire un jeu qui me ressemble et qui était aussi un jeu qui te ressemblait et qui venait d'un jeu qui ressemblait aux personnes qui prenaient la parole. Donc finalement, on est dans un récit, on est dans quelque chose qui porte, c'est-à-dire qu'on vient raconter l'histoire d'autres personnes à travers une empathie qui est la nôtre. Et du coup, il y a une justesse qui est absolue et qui est là. Je pense pas que quand Emmaüs, tu vois, ils ont relu les textes, ils n'ont pas eu forcément à beaucoup bouger parce que je sens qu'ils ont senti que c'était honnête et qu'ils nous ont laissé la place en fait d'exprimer aussi nos sensibilités. Moi, j'ai eu aucun retour sur la poésie que j'y ai mise. On m'a pas dit oh non, gna, gna, gna. Je trouve qu'il y a un ton qui a été libre et laissé. Et j'adore cette manière de travailler, quoi. On demande on demande quelque chose à des gens, mais on leur laisse en fait y mettre leur cœur et leur vision. Et ça, c'est très très important pour moi. Et j'ai beaucoup aimé la collaboration que j'ai faite avec vous pour ça. Voilà. C'est assez intéressant ce que tu dis parce que depuis tout à l'heure, on parle bien sûr du podcast, mais d'Emmaüs, des communautés et justement du collectif. Et en fait, là, tu viens repositionner en disant, mais en fait, le travail du podcast a aussi été dans le collectif. Et en fait, à chaque fois, ça fait sens puisque tout le monde a sa place, tout le monde a son rôle à jouer. Et personne n'empiète sur le rôle de l'autre. Et donc, ça construit quelque chose ensemble. Ça commence par un sens. Ça fait sens pour moi. Je le mets en partage avec toi. Est-ce que ça fait sens pour toi, ça aussi? Non. Pourquoi ça fait pas sens? Ok, ça fait sens pour nous. Et en fait, c'est une chaîne de sens. Et ça fonctionne quand tout le monde y trouve en fait du sens. C'est la phrase de Ben à Emmaüs Labarthe, c'est faire sens. Il le dit dans l'épisode 1. C'est chercher où est le sens pour tous. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et la voix, pour moi, c'est quelque chose qui véhicule le sens. Sens, c'est sens comme sentir aussi. Donc, voilà. Et justement, Pina, pour revenir un tout petit peu plus en détail sur le texte que tu as pu dire, est-ce qu'il y a, par exemple, là tu parlais de faire sens, est-ce qu'il y a aussi une autre phrase que tu as envie de partager à notre public qui connaît peut-être pas encore le podcast et qui t'a marqué et que tu trouves que ça résume bien le projet ou en tout cas c'est un moment qui toi t'a marqué? Alors, je me pince le nez. Non, il y a deux phrases. Il y a une énigme que je laisse dans l'épisode 2, je crois, qui est l'histoire du carreau cassé, qui est moi une histoire que j'adore. J'ai vraiment envie que les gens aillent la chercher. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ou fou sur Internet? J'ai pas envie de leur dire. Donc moi, cette phrase, elle me marque parce que c'est une compagne, Valérie, qui m'a parlé de ça et ça m'avait bouleversée. J'avais trouvé ça hyper beau. Mais si, la phrase que j'aime en tant qu'artiste, c'est l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et je trouve qu'il y a ça à Emmaüs, il y a des corps de métier différents, il y a des compétences très très différentes. Et Valérie, elle dit que c'est pas un endroit... Il y a des intellectuels à Emmaüs, mais j'ai marqué un truc, il y a faire à Emmaüs, il y a être, c'est hyper important, il y a quand même une éthique d'être. Et tout ça, pour moi, c'est la pensée. Faire et être égale penser. Donc, je trouve qu'Emmaüs, pour moi, en tout cas, c'est des fabriques à penser. Je trouve que c'est un endroit, justement, où il y a des intellectuels naturels.
Je ne sais pas ce que c'est que la définition intellectuelle, mais moi, je me sens très proche des intellos d'Emmaüs. Voilà, moi, je suis une intello d'Emmaüs et ça me va très bien. Voilà, et justement, c'est l'absence de dogme. Peut-être qu'on ne fait pas des définitions, on donne des définitions à rien. Valérie, elle le dit, il pense des trucs et ensuite c'est repris par la société. Il n'y a pas de dogme. Il y a juste une manière de vivre et d'être au plus près de ce qui arrive, en fait, du réel et de l'actualité. Et j'adore cette manière de penser le monde. Donc je trouve qu'Emmaüs, en fait, c'est un vrai endroit bourré d'intello. Mais peut-être pas intello, mais Sans le savoir. C'est vrai. des intello, comment on dit? On dit garçon manqué. Alors qu'est-ce qu'on dit? Intello manqué. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question. Mais... Non, si, c'est super Pina. Enfin, tu m'as embarqué dans plein d'univers. D'ailleurs, ça me fait penser tout de suite que si des personnes souhaitent poser des questions, qu'ils n'hésitent pas sur chat à nous les faire parvenir. Valérie et Pina sont vraiment là pour y répondre tout de suite en direct. Donc, si vous avez des questions sur cette fabrique à solutions, sur tout ce qu'on vient de se dire, n'hésitez pas. Moi, j'ai une dernière question. Peut-être plus à toi, Valérie. Ce podcast, depuis le début, ce que tu expliques, c'est qu'il y a une envie d'agir, en fait. Si l'auditeur ou l'auditrice il va écouter, il va vraiment il va y avoir un impact assez réel. Enfin, on parle depuis tout à l'heure, c'est le thème de notre soirée, de le podcast comme allié de l'impact social. Ça, c'est quelque chose vraiment que vous souhaitez au sein d'Emmaüs, que finalement, en fait, ce voyage puisse être en fait comme un petit bagage en plus. Je continue sur la métaphore pour chacun, chacune. Oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'était l'idée de dire que, enfin, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que après avoir écouté le podcast, les gens se disent, bah, OK, j'ai envie d'y aller, je vais aller voir l'Emmaüs qui est à côté de chez moi et puis je vais avoir un peu la démarche de Pina. Je vais dire, bah, juste, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Parce que, encore une fois, nous, on n'a pas beaucoup de fiches de poste bénévoles formatées, hein. Quand vous arrivez dans une communauté, c'est exactement ce qu'a fait Pina. On va voir le responsable, on lui dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Et en général, il vous répond, ben, tu as envie de quoi? Tu sais faire quoi? Nous, on a besoin de ça et ça se tricote ensemble. Et donc, si on pouvait donner envie aux gens qui nous écoutent, notamment aux jeunes, de venir, mais encore une fois, pour nous aider, oui, mais ce n'est pas que ça. Ils vont s'aider aussi eux, et pour nous rencontrer, pour partager, pour s'engager, et pour, encore une fois, mettre un peu en œuvre et en action des utopies qui sont réalisables, et y trouver de la satisfaction, y trouver de la joie, y trouver du bonheur. C'est pas, voilà, on n'est pas dans une dynamique de dire il va falloir faire sa bonne action. C'est pas du tout ça. Venir à Emmaüs, venir aider, oui, mais venir partager. Mais ça peut aussi être venir donner des choses à Emmaüs parce que ça participe à notre chaîne solidaire du don et à notre équilibre économique. Ça peut être de venir acheter chez Emmaüs, faire plein de choses, enfin, avoir envie de s'engager. Et puis aussi, quand même, le moment n'est pas neutre, hein. On est dans un moment hyper anxiogène où on était là en train de parler du monde de demain, plus personne n'en parle. Maintenant, c'est terminé. Le monde de demain, ce sera le monde d'hier en pire. Enfin, j'exagère un peu, mais eh bien si. Donc, c'est un peu une lueur d'espoir, c'est un peu une lucarne en fait vers l'avenir en disant bah, si j'ai envie, moi, de me dire que ce monde de demain, je ne veux pas qu'il soit comme celui d'hier, je peux déjà commencer à mon niveau et je peux déjà aller voir l'Emmaüs du coin ou aller sur le site d'Emmaüs France ou nous appeler et pour essayer de voir qu'est-ce que les gens ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de donner, qu'est-ce qu'ils ont à donner. Et qu'est-ce que nous, on a à donner et comment ce truc va pouvoir se tricoter ou pas. Mais voilà, donc c'est ça, c'est venir avec nous construire un autre monde parce que Emmaüs, et Pina l'a bien dit, c'est déjà un autre monde. Et c'est ça qui est assez fort, c'est de se dire qu'en fait, l'autre monde est déjà là, donc on n'a plus qu'à venir en fait pour y participer. Exactement. Alors, on a une petite question du public pour toi, Pina. Quelle formation est-ce qu'il faut faire pour être voix off? Quel est ton parcours? Alors, attends, je prends un temps de réflexion pour changer. Non, moi, je viens du spectacle vivant. Mon métier, c'est dramaturge et metteur en scène, metteur en scène. Donc, moi, j'ai fait des études d'art du spectacle à Montpellier. Donc, je viens du théâtre, du corps. Et la voix off, c'est très, très récent. Je suis chanteuse, en fait, à la base. Et bavarde, mais alors en crevé, je suis animatrice de supermarché dans l'âme, vraiment. Donc, du coup, il y a déjà ça, avoir une vraie vocation pour le dire, pour la voix, pour ça. Et ensuite, moi, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps à l'INA, qui est super, que je conseille.
avec une nana qui s'appelle Emma qui est voix off. Donc voilà, on fait des formations et surtout on n'hésite pas à aller à la radio, à écouter. En fait, une voix, c'est savoir réceptionner et ensuite savoir émettre. Donc il n'y a pas de formation prérequise. Tu vois, mais je crois que c'est la première fois que sur une fiche de paie, il va y avoir marqué voix off, mais avant j'ai fait plein d'autres trucs où il y avait la voix. Il faut juste avoir envie de parler. On peut venir du théâtre, de la musique. Et ensuite, c'est plus une question de réseau et ouais, voilà, de pratique. On peut même commencer par s'enregistrer ses choix avec un téléphone portable et mettre des vidéos sur YouTube. On commence comme ça, en fait. Il faut faire. On est toujours sur le faire. Ouais. On n'a pas d'autres questions. Merci Pina d'avoir répondu. Est-ce que Valérie, tu voulais ajouter quelque chose aussi avant de terminer? Non, je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses. On a pas mal, oui. Voilà, j'espère simplement que ça va faire. Les retours, je posais la question précédemment là, aux deux intervenants précédents des retours. Nous, pour l'instant, les retours qu'on a, ils sont très positifs. Et ils sont très positifs parce que les gens me disent, ça me fait vraiment plaisir, que c'est vraiment un outil feel good, quoi. Et donc, on n'est pas dans un voyage au cœur d'acteurs de la lutte contre la pauvreté. Quand on dit ça comme ça, on peut se dire, ouh, ça va être terrible. Non, c'est pas du tout terrible. Et les gens ont ressenti une énergie. Les gens ont beaucoup aimé le vaisseau dans lequel Pina les a embarqués. Et ça, on a eu des très bons retours là-dessus aussi. Donc, on est très contents parce qu'on n'a pas encore énormément de retours non plus. Mais ceux qu'on a correspondent bien aux objectifs que nous avions. Donner envie aux gens de s'engager, les faire se sentir bien et les faire se dire qu'un autre monde est possible, encore une fois, mais que ça peut être quelque chose de très positif, de très gai, voilà, de très dynamique et que voilà, on les attend. C'est super. Et pour notre public qui nous suit, le dernier épisode sort mardi prochain. N'hésitez pas à binger tout de suite sur toutes les plateformes de podcast ce contenu, cet autre monde qui est possible et que vous allez peut-être rejoindre. En tout cas, on l'espère. Merci vraiment Valérie et Pina pour cet échange. Merci à vous. Je parle pour moi, mais j'estime que c'était très passionnant de discuter avec vous et j'espère que le public aussi aura pu trouver le sujet intéressant et des réponses à ces questions, à cette fabrique à solutions. Merci. Merci à vous deux. Nous passons donc, la soirée se termine, on a presque, il nous reste encore une masterclass, je n'avais pas vu l'heure tourner, on est un petit peu en retard, mais nous allons être quand même dans les temps. Notre dernier sujet, c'est Romane Fuentes qui va l'animer. Je l'invite à me rejoindre. On va parler d'une masterclass sur comment recueillir un témoignage. Romane, je te laisse la parole et je m'en vais. Merci Laura. Et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent maintenant. Moi, j'invite du coup Alix Philippot à nous rejoindre et Tamara Pellegrini. Activez votre caméra. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Et du coup, alors, Alix Philippot, toi, tu as co-créé le podcast Les Garde-Fous avec Baptiste Dupin et Samuel Ossin. Salut Alix. Salut. Et Tamara, toi, tu as un tout nouveau podcast qui s'appelle Les Invisibles. Alors, je crois que c'est un podcast que tu as créé pour en fait offrir un espace de parole aux personnes, créer des liens et partager des expériences de vie. Parce que il y a 1 an, tu prends conscience que tu es atteinte d'une maladie rare, mais je pense qu'aussi en même temps, tu prends conscience d'une lutte tout aussi importante qui est la lutte à mener par rapport au regard des autres, car la maladie était invisible et elle est toujours d'ailleurs. Du coup, enchantée Tamara aussi. Enchantée, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Alors, finalement, du coup, ce qui vous rassemble tous les deux et ce qui nous rassemble ensemble, c'est que vous avez toutes les deux le même objectif qui est de rendre visibles des récits qu'on entend peu et qui sont souvent marginalisés. Néanmoins, vous avez tous les deux une approche différente. Par exemple, toi, Tamara, on t'entend beaucoup prendre la parole, tu parles de toi, tu t'identifies et tu poses des questions, alors qu'Alix, elle, avec Baptiste et Samuel, disparaissent au montage. Donc, est-ce que vous pourrez peut-être expliquer ce choix? Pourquoi, par exemple, toi, Tamara, tu as décidé de rendre audible ton expérience et toi, Alix, de disparaître? Tamara, si tu veux bien commencer. Oui, alors peut-être pour situer le contexte, donc moi à la base je suis éducatrice spécialisée et j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec des personnes en situation de handicap mental léger et donc je me suis retrouvée de la personne valide qui accompagne des personnes considérées comme invalides à être moi-même considérée comme invalide aux yeux du système et de la société, donc ça a été très brutal. Du jour au lendemain, la maladie est arrivée dans ma vie l'année dernière, donc neurologique et rare.
Et en fait, ça a été un énorme combat déjà pour être diagnostiqué, reconnu, entendu. Surtout que quand c'est invisible, bah, on reste avec le même visage. Donc, les autres se disent, mais il n'y a pas de souci. Enfin, regarde-toi, t'es souriante, t'es toujours aussi jeune. Et en fait, la réalité, c'est que non, ça va pas. Et du coup, j'ai été témoigner à une émission sur France 2 qui prenait des témoignages sur des personnes qui vivaient avec des maladies rares. Et là, il y a eu 2 enjeux à ce moment-là. Le premier, c'est que ça a été très révélateur du fait qu'énormément de gens vivaient avec la même maladie et qui n'étaient pas du tout considérés ou entendus. La plupart des médecins les diagnostiquaient de dépressifs ou d'anxieux, enfin voilà, alors que ce n'était vraiment pas le cas, même si la maladie amène ce genre de symptômes. Et l'autre enjeu, c'est que je me suis rendu compte que la personne qui me posait des questions, la présentatrice, elle faisait que de me couper. Elle me laissait pas du tout le temps de répondre et elle se rendait pas du tout compte de la situation dans laquelle j'étais. Et c'était vraiment, pour le coup, une violence symbolique. C'est comme ça que je l'ai vécu, d'être face à une personne valide qui me posait des questions sans vraiment réaliser l'impact que ça avait sur moi et sans me laisser du tout du temps, en fait, à expliquer à quel point ma vie avait changé de manière abrupte du jour au lendemain. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Je suis de loin pas la seule à vivre avec une maladie invisible. On est des milliers, des millions. Et là, il faut vraiment laisser un espace et une voix à ces gens-là. Et donc, je me suis dit, je peux être un outil quelque part, étant moi-même vivant avec une maladie invisible, à des personnes qui vivent aussi avec. Et c'est là aussi le fait de pouvoir être participative et de plus parler de moi aussi à travers les témoignages aussi des autres, c'est qu'il y a un échange au final, c'est qu'on parle de nos expériences ensemble et puis de ce que ça nous fait vivre, tout ça dans notre quotidien. Merci beaucoup déjà pour ta confiance. Promis, je vais essayer de ne pas faire la même chose. Et toi, du coup, pardon, Alix? Du coup, déjà, pareil, un peu pour pas faire la même chose que cette animatrice télé, moi, je suis pas malade personnellement et on a créé les garde-fous, nous, en assumant le fait qu'on est complètement... on n'est pas du tout des spécialistes de la folie, on est des curieux de la folie et du coup, on voulait vraiment mettre en valeur la parole de la personne interviewée et que les auditeurs puissent vraiment être immergés dans ce récit parce que du coup, c'est souvent des choses assez intimes, fortes et où l'émotion est très présente et on trouvait ça pertinent du coup de s'effacer et de plutôt laisser des respirations musicales qui entrecoupent donc le récit de la personne pour que les personnes se sentent peut-être plus proches. Et puis aussi, on est des gros fans de transfert, donc je pense que ça a beaucoup influencé notre manière de monter nos épisodes. Ouais, du coup, j'allais te demander, à tous les deux, mais peut-être d'abord à toi pour rebondir, Alix, comment on fait du coup pour préparer les podcasts du choix des invités à l'interview et justement vraiment laisser la place à l'autre? Le choix des invités, il y a un peu eu de tout. Ça a commencé par juste tout simplement les premières personnes auxquelles on a pensé, c'était des proches. Ensuite, maintenant, c'est super chouette parce qu'on a aussi des auditeurs qui eux-mêmes veulent témoigner. Parfois, c'était quelqu'un qui connaît cette personne. C'est un peu difficile d'approcher quelqu'un, de dire salut, on a l'impression que t'es fou, est-ce que tu veux témoigner? Donc généralement, on va connaître une personne ou on va être en lien avec une association aussi qui va mettre en valeur ou qui va travailler avec des personnes qui souffrent d'une maladie psy, etc. Et sinon, la préparation des podcasts, c'est que en gros, il y a plusieurs choses. Déjà, on essaye le plus possible de mettre la personne en confiance. Donc, on va d'abord tout simplement rentrer en contact avec elle avant l'interview. On va l'appeler. On va parler avec elle de son histoire, de ce dont elle est prête à parler ou non, de ce que elle trouve pertinent ou pas, parce que très souvent, les personnes, elles se rendent pas compte. Il y a des choses pour elles, c'est des détails. Et nous, on est en mode, attends, tu peux, genre, ça, c'est super important. Il faut vraiment que tu en parles. C'est génial. Donc ça, on le décortique un peu au téléphone.
Et sinon, un truc qui, je pense, est très, très, très important avec les garde-fous, c'est qu'on prend le temps, quoi. En fait, bon, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais la base des garde-fous, c'est qu'on fait ça dans le salon de Baptiste. Il y a toujours un petit truc à boire, un petit truc à manger. Si des personnes veulent fumer une clope, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ambiance apéro, chill. Si la personne elle a besoin de discuter pendant 1 heure avant pour être à l'aise, pareil, on prend vraiment le temps. Et c'est ça le plus important, quoi. C'est montrer qu'on est dans un espace de bienveillance, montrer que la personne elle peut s'exprimer librement, qu'il n'y a pas de choses bêtes. Voilà. C'est vrai que ça se ressent après quand on l'écoute, c'est hyper fluide. Les gens on sent qu'ils sont à l'aise. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable du coup à l'écoute, j'imagine. Et toi, Tamara, comment tu fais pour préparer les interviews? Est-ce que du coup, de suite, tu annonces que tu es concernée? Comment tu fais? Oui, alors les gens sont concernés parce que ils savent que je suis concernée parce que c'est dans le teaser. Moi, quand j'ai fait une fois un appel à témoins vraiment au culot sur Facebook et Instagram, comme ça, sans vraiment savoir dans quoi je m'engageais. Pour finir, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui étaient motivées à témoigner. Et puis maintenant, la liste est très, très longue et moi-même, je ne sais pas trop comment gérer parce que voilà, je suis très vite fatiguée et voilà, d'autres troubles qui font que j'arrive pas à forcément recueillir le témoignage de tous les gens que j'aimerais. Mais pareil, je fais aussi un entretien au préalable d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas vraiment fixé, mais c'est le temps que ça dure en général. Et je demande à la personne quel serait son moment le plus opportun. Parce que justement, le fait de vivre avec des maladies, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Des fois, le matin, le soir ou l'après-midi, ça change. Et du coup, voilà, vraiment déjà situer quand est-ce que c'est OK pour la personne et au mieux pour elle. Et puis, je lui explique bien que pendant l'entretien, le recueil de son témoignage, on pourra tout enlever au montage, ce qui n'est pas souhaité après. Donc, des fois, la personne se confie un petit peu plus que ce qu'elle voudrait et elle me dit « Ah là, en fait, je commence à évoquer l'histoire avec mon père. Autant dire que je veux pas que ce soit écouté par plein de gens. » Donc ça, après, on le coupe et on en discute volontiers ensemble. Donc voilà, ça se passe comme ça. Puis après, je pense que vraiment la clé, c'est l'écoute sincère. C'est voilà, enfin, c'est pas juste se dire. Enfin, il faut vraiment que ça ait du sens pour soi, en fait, d'entendre le témoignage de l'autre. Et je pense que c'est ça qui est important. Donc, l'écoute et le fait de laisser du temps, justement. Moi, je fais pas gaffe à l'heure, en fait, à ce moment-là. Donc, si ça doit durer des heures, ça dure des heures. Pour l'instant, c'est toujours fait sur un format d'à peu près 1 heure, 1 heure 15. Et puis, je le laisse intégralement. Et j'enlève simplement les bouts que la personne me demande d'enlever. Ou s'il y a vraiment un moment de bourde ou quand évidemment on va aux toilettes ou qu'on boit un verre d'eau, on coupe au montage. Voilà. Okay. C'est intéressant parce que tous les deux, du coup, vous donneriez le conseil de prendre du temps avant avec l'invité pour essayer de connaître la personne, pour la mettre à l'aise. Parce que c'est vrai que c'était une question que j'allais vous poser, mais du coup, vous avez répondu. Quels auraient été vos conseils à quelqu'un, un podcasteur, une podcasteuse qui voudrait se lancer pour recueillir des témoignages plus confidentiels, plus intimes. Toi, Tamara, d'ailleurs, tu lances un nouveau studio de podcast, enfin, je veux dire, d'écoute, le Radeau. C'est pas moi. Comment pardon, Alix, pardon, je te regardais toi avec toi. Excuse-moi. Ouais, du coup, je te demandais quelles sont les bonnes pratiques pour trouver et écouter et transmettre après des récits alternatifs. Alors, ça, c'est vraiment aux prémices, donc j'ai pas encore la bonne solution, mais c'est encore un peu la même chose. Par exemple, tout ce que Emmaüs a dit précédemment, c'était super intéressant. Je crois que en fait, c'est quelque chose que tout le monde a envie d'entendre en ce moment et que c'est des histoires qui existent depuis longtemps. L'histoire d'Emmaüs, elle date quand même. Et comme le disait très bien Valérie Epina, si je ne me trompe pas de prénom, Emmaüs, ça fait longtemps que ça existe et on avait une mauvaise vision. Et en fait, ça existe déjà des récits alternatifs, dans le sens où ça existe des gens qui vivent autrement, qui prennent un pas de côté par rapport à la norme et qui le vivent bien, en fait. Et il y a de plus en plus de gens, en fait, qui vivent mal aussi ce qu'on appelle la norme. Et la question des garde-fous, c'est en fait qu'est-ce qui est fou et du coup, qu'est-ce que la norme? Les garde-fous, c'est né de ça aussi. C'est né de ce moment où on a l'impression d'être fou et on se dit, mais en même temps, pourquoi j'ai l'impression d'être fou? Parce que j'avais l'impression que quand j'étais dans ce truc normal, c'était pas du tout normal. Donc, ouais, c'est plus,
donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je dirais c'est la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'écoute, toujours la bienveillance, effectivement, et voilà, l'envie d'aller dans une direction positive malgré tous les panneaux clignotants de désespoir. Voilà. Et d'ailleurs, tu parlais de ça tout à l'heure, tu disais que tu intégrais beaucoup de musique, d'extraits, d'archives dans tes podcasts. Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi c'est important pour toi d'ajouter ça au témoignage? Eh ben, c'est parce que je sais, en tant que, du coup, intervieweuse, réceptrice de récits, que c'est des récits qui sont très forts et du coup, que c'est parfois un peu lourd, surtout que je sais qu'on a des auditeurs qui peuvent se reconnaître dans les histoires. Et le côté musical, en plus, le podcast, c'est beaucoup, beaucoup de paroles. Donc, OK, il n'y a pas d'image, ça fatigue pas nos yeux, mais il y a beaucoup de choses à emmagasiner. Et du coup, la musique, ça permet à la fois de digérer toute cette parole et à la fois de se poser un peu, passer sur un truc émotionnel, parce qu'il y a des choses aussi qu'on ne peut pas faire passer par la parole et qu'on va plus dire avec des sons qui ne sont pas des mots. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait qu'à la fin, du coup, à la fin des garde-fous, on demande toujours à la personne de nous donner un titre de musique qui évoque pour elle la folie ou qu'elle écoutait beaucoup à un moment où elle avait l'impression de sommeiller dans la folie. Et j'aime bien terminer là-dessus parce que c'est un peu comme si la personne, elle nous montrait cette dernière petite parcelle d'elle-même qu'elle n'a pas pu nous délivrer par la parole. C'est pas, enfin, cette partie d'intime que seule la musique peut révéler. Voilà. Complètement. Ouais, c'est vrai qu'en plus, vous êtes sur des sujets sensibles et du coup, je me demandais, peut-être Tamara, tu peux répondre à ça. Comment on fait pour se protéger quand soi-même, lors d'une interview, ça peut réveiller des sujets sensibles, ouais. Parce que c'est important aussi de se protéger. Oui, c'est une très bonne question. Moi, je ne crois pas que je me protège en réalité. Je tombe avec l'autre dans son monde et on y va ensemble, quoi. Jusqu'à là, je dois quand même avouer que j'ai eu des témoignages de personnes qui étaient quand même assez solides au moment où je recueillais le témoignage. Et par exemple, le fait aussi d'avoir des entretiens au préalable, ça permet de sentir la personne où elle en est. Et j'ai dû refuser quelqu'un, par exemple, parce que cette personne était vraiment dans des envies suicidaires très, très fortes. Et à ce moment-là, je lui ai dit, la priorité n'est pas l'enregistrement. La priorité, c'est vraiment de le prendre soin de toi, là, c'est la protection de toi-même. Donc, on va plutôt mettre des choses en place par rapport à ça. Et voilà. Et du coup, j'ai dû refuser, par exemple, cette personne. Donc, jusqu'à là, j'ai quand même eu des gens qui étaient assez solides dans leur histoire, qui avaient, par exemple, des maladies depuis assez longtemps pour en parler avec plus de recul. Après, j'ai bien conscience que ce sera différent pour des personnes où c'est plus nouveau. Voilà, je me rends compte aussi, quand moi, à l'heure actuelle, je dois en parler, vu que c'est assez nouveau, ça reste quelque chose des fois douloureux, il y a de la colère, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait acceptées, donc voilà. Mais en même temps, le fait de comprendre un bout de ce qui se passe dans l'espace de l'autre, d'avoir une sorte de similitude, je dirais. On n'a évidemment pas les mêmes maladies et pas les mêmes vies, mais il y a un bout où il y a un pont qui est créé, et donc je pense que je pense pas que je me protège. En tout cas, jusqu'à là, j'ai pas eu besoin et ça a été OK aussi. Ok, j'espère que ça va continuer de bien se passer. Et comment on fait pour justement, parce que là, vous essayez de rendre visible, mais sur ces sujets-là, comment on fait aussi pour rendre visible le podcast? Comment on communique sur ces témoignages, sur ces sujets? Comment on réussit à les mettre en avant, du coup, après un post-prod au niveau de la communication? Joker. Du coup, Alix, c'est pour toi. Nous, au début, c'était pas ça non plus, la communication. On a un peu repris les rênes depuis quelques mois. Il n'y a pas de solution magique, surtout que la folie, c'est un sujet où il n'y a pas forcément des gens qui veulent toujours témoigner à visage découvert ou des gens célèbres qui ont une super communauté de followers qui vont vouloir témoigner sur leur folie, etc. Mais je crois que ce qui fonctionne quand même, c'est, je vais rien dire de très nouveau, quoi, mais l'idée de communauté,
que ben voilà, quand on a fait un podcast, un épisode sur une personne qui a été diagnostiquée zèbre ou on dit aussi au potentiel intellectuel, bon ben là on met ça dans nos mots-clés, on met ça dans nos hashtags, etc. Cette personne-là, elle partage ça sur son réseau et du coup on a plein de gens qui eux ont été diagnostiqués zèbres, qui en parlent sur leur compte et tout, qui vont commencer à nous suivre. C'est plus compliqué parce que là je parle beaucoup d'épisodes où il y a des diagnostics clairs. Nous on fait aussi des épisodes sur la folie qu'on appelle ordinaire. C'est donc juste des personnes qui sont excentriques, hors normes. Et donc, comment on fait après ben, je crois qu'après, en dehors des réseaux sociaux et des outils de communication que tout le monde a, c'est juste bah, toujours continuer à faire un podcast avec sincérité, essayer de faire le plus qualitatif possible. Et puis, si vraiment nous, on a l'impression que ça a de la valeur, je pense, j'ai l'espoir que de plus en plus de gens auront cette impression-là aussi. Voilà. Ouais, pour rajouter, de mon côté, je vais pas mal sur les communautés Facebook en fait des personnes concernées par ces différentes maladies, parce que alors ça c'est une mine d'or, hein. On se retrouve tous pour discuter ensemble, justement, échanger nos quotidiens et tout. Donc, par exemple, si je recueille le témoignage d'une personne qui est migraineuse, eh ben je vais aller sur les groupes Facebook, je vais chercher juste dans la barre de recherche migraine et je vais tomber sur les groupes. Puis, en général, il faut répondre à des questions pour intégrer ces groupes. Et là, je suis tout de suite honnête et transparente en disant que j'ai fait un podcast. Est-ce que ça peut intéresser la communauté des personnes qui vivent avec cette maladie? Et ça permet d'être directement en lien avec le public cible premier, quoi. Qui est le plus important en soi. Et d'ailleurs, est-ce que l'aventure autour de votre podcast, à chacune de vous, a eu un impact sur votre quotidien? Est-ce que justement vous avez découvert de nouvelles communautés? Est-ce que ça a débloqué chez vous des questions, des sentiments, des émotions? Potentiellement aussi à travers le retour des auditeuristes? Est-ce que tout ça, ça a eu un impact au quotidien? Alix, je te vois hocher la tête. Ouais, parce que je réfléchissais en même temps. J'ai pas envie de parler au nom de nous trois, mais je vais quand même le faire un petit peu. Je sais que nous, on a un peu un défaut. Enfin, je sais pas si c'est un défaut, mais c'est que, un peu comme tu disais, Tamara, tout à l'heure, on est dans l'ultra empathie à chaque fois et qu'à chaque fin d'épisode, on est un peu en mode ah, mais moi aussi, en fait, j'ai déjà ressenti ça. Moi aussi, j'ai déjà eu cette pensée. Et donc, il y a cette découverte de soi qui, j'espère, passe sur les auditeurs aussi, mais de se dire, bon, ben, il y a d'autres gens comme moi, je suis pas le seul à avoir ces pensées un peu folles, entre guillemets. Il y a eu, ben, tout simplement, vu qu'on se décrit comme curieux de la folie, bah, on a appris plein de choses. On a appris aussi toutes les... En fait, moi, j'étais pas au courant, mais il y a plein de termes qu'il faut dire ou pas dire selon certaines maladies, ou même c'est tout bête, mais ben là, on va bientôt sortir un épisode sur un autiste, et ben je me rends compte qu'en fait, je suis la première parfois à dire ah mais t'es un autiste, quelqu'un qui, et voilà, c'est horrible de dire ça. Il y a aussi le fait que je me rends compte qu'en France il y a plein de... Bon, là, du coup, on est encore sur le côté très psy, mais il y a plein de querelles entre psy, il y a plein de différentes visions de la psy. Il y a des gros problèmes en psychiatrie, en hôpital psychiatrie aujourd'hui. On a récemment eu des témoignages sur des internements sous contrainte. On a eu des témoignages de psychiatres qui veulent vraiment changer les choses. Et puis, j'ai aussi, est-ce que ça a changé? Enfin, ce que j'aime bien aussi avec les garde-fous, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'en parle, bah, en fait, tout le monde a soit un proche ou soi-même qui est concerné par la chose. Et donc, ça confirme, je trouve, la question des garde-fous qui est pourquoi c'est de la folie? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça folie? Pourquoi c'est hors norme? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont concernés et que c'est pas forcément grave. Voilà. Merci pour votre travail, en vrai. C'est trop cool. Et toi, Tamara? Je me souviens plus de la question. Désolée, ça arrive souvent. Pas de souci. Je demandais en fait si cette aventure, ce podcast, avait eu un impact pour toi au quotidien. Est-ce que tu avais du coup découvert de nouvelles personnes? Ouais, bah, du coup, j'ai réalisé justement à quel point on était nombreux à vivre avec ces maladies invisibles, notamment aussi dans un entourage, pas forcément très très proche, mais quand même un peu. Et puis, de se rendre compte que chez nous tous, il y a un peu ce point commun, c'est que ça nous demande d'aller tellement profondément en soi quand on vit un changement de vie aussi radical et aussi brutal
qu'il y a une transformation immense, en fait, chez chacun d'entre nous. Et en même temps, c'est chouette de pouvoir justement échanger avec chacun quelle est sa philosophie de vie dans le après de ce vécu-là, parce qu'il y a vraiment un avant-après et quelles sont les pépites chez chacun et qu'est-ce qu'aussi la maladie a pu apporter de positif. Et ça peut paraître bizarre, mais moi, c'est un peu une question que je pose à la fin de mon podcast. Je demande toujours si la maladie était un super pouvoir, lequel serait-elle? Et en fait, cette question, moi, elle me tient à cœur parce que je me rends compte, malgré toutes les difficultés que ça amène, qu'on peut en trouver des choses positives. Ça nous fait changer forcément le regard sur la vie, notre rapport aux autres, notre rapport au système dans lequel on vit, qui nous considère différemment. Et du coup, ouais, voilà, on échange par rapport à ces changements fondamentaux. Et puis, ça permet ensuite de rester en lien avec ces personnes et de s'envoyer voilà, des livres qui nous ont touchés, des émissions, des films. Donc voilà, il y a un échange qui est très profond et positif ensuite avec ces personnes et qui est très authentique aussi. On n'est pas du tout dans des rapports superficiels. Il faut dire que ça change aussi. Ah non, on a loupé la fin de la phrase. On n'est plus dans des rapports superficiels et ça change aussi. Merci, ça a lagué. Et du coup, j'avais peur que tu sois en train de parler et que je te coupe. Merci beaucoup pour la force que vous nous donnez avec vos podcasts et vos témoignages. C'est déjà la fin de la fin, mais il y a plein de questions, donc c'est pas tout à fait la fin encore. D'abord, il y a Alice que vous avez rencontrée juste avant, qui aimerait beaucoup faire un épisode avec vous. Donc voilà, vous avez le soutien avec toi, Tamara. Et j'ai une autre question pour toi, Tamara. En quoi ta formation d'éducatrice spécialisée t'a aidé dans l'approche de l'interview? Je pense que ça m'a aidé simplement à être totalement présent à l'autre et dans toute la sincérité possible. Merci, très clair. Et j'ai une deuxième question, il me semble. Je vérifie. Et non, mais moi, c'est moi qui en avais une. Pourquoi, c'est aussi qui a pop-up. Pourquoi avoir choisi ce format? Comment vous avez fait pour choisir la longueur, par exemple? Voilà, pourquoi 1 heure? Pourquoi 40 minutes? Est-ce que vous prendre le temps, c'était important? Oui, bien sûr. Ouais, clairement, le temps, pas couper la personne dans son élan. Et puis, alors, moi, pour le coup aussi, tous les podcasts que j'écoute, ils durent 1 heure. Enfin, ceux-là qui viennent me toucher, ils durent à peu près 1 heure. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ça tombe bien. Et comment vous mettez fin à une interview? Un témoignage comme ça, parce que quand on est sur des sujets sensibles ou intimes, on a envie de laisser la personne parler, on a envie de continuer la discussion, mais j'imagine qu'à un moment, il faut dire au revoir. Je pense qu'il y a un moment où ça se sent, en fait. Il y a vraiment une sorte de sensation. Et moi, quand j'ai cette sensation-là, je commence à demander à la personne si elle a encore envie de rajouter quelque chose. Si elle me répond oui, elle continue. Sinon, non, je pose mes 2 dernières questions qui sont toujours les mêmes, justement. Quel est le message à faire passer à l'entourage, aux personnes qui ont des maladies invisibles et quel serait le super pouvoir de cette maladie? Voilà. Ouais. Puis un truc tout simplement physique, c'est super fatigant un échange, on dirait pas, parce qu'on est assis dans un canapé en train de parler, mais et pour la personne qui donne, encore plus pour elle, je pense que pour celle qui écoute, mais ouais, à la fin, il y a un truc naturel de putain, j'en peux plus, et on a plus envie de repartir sur un truc léger. Donc ouais, c'est comme tu dis, c'est un truc naturel. Trop bien. Je vais vous libérer aussi, c'est la fin. Merci beaucoup pour votre énergie, pour vos témoignages et votre confiance. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer et de faire ces échanges avec vous. Merci beaucoup. Laura, je te réaccueille. Mais oui, merci vraiment Tamara et Alix. Enfin, c'était passionnant. Enfin, je trouve que ça donne une énergie de dingue de vous entendre parler et prendre la parole sur ces sujets. Donc vraiment, merci pour ce que vous faites. Et puis j'espère que notre cher public va s'empresser d'aller écouter ces podcasts si ce n'est pas déjà fait. Je crois que tu as sorti le dernier épisode il n'y a pas longtemps, Tamara, il y a quelques jours. Oui. Le deuxième est sorti. Ouais. Et le 3e est en préparation, donc et voilà, et hyper intéressant aussi. Et Alix, il me semble que c'est celui avec Guillaume Meurice qui est sorti il y a quelques jours aussi. Et ouais, on a des gens célèbres. Mais oui, je vois ça. Donc, cher public, n'hésitez pas à aller écouter ces podcasts qui sont disponibles, j'imagine, sur toutes les plateformes,
Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à vous. Notre soirée, elle est en train de se terminer. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que je trouve que ça a donné une énergie de dingue. Toutes ces personnes qui portent des projets aussi passionnants, innovants, où ils mettent du jeu et de l'action. Ça nous montre bien que le podcast, c'est un très bel allié de l'impact social. J'espère que cette soirée elle vous a plu et que vous allez courir sur toutes les plateformes de podcast pour découvrir ces projets. En tout cas, nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle soirée. Toujours sur Twitch. Cette conférence, cette soirée, elle va être disponible sur YouTube dans les prochains jours. Vous pourrez la réécouter ou la partager. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et merci à tout le monde.